Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que j'ai longtemps hésité à faire cette présentation en anglais ou en français. Finalement, j'ai tranché. Je vais la faire en français parce que c'est la majorité de l'auditoire d'aujourd'hui. Les slides resteront en anglais comme ils avaient été faits. De toute façon, on a une très très bonne équipe de traduction. Donc ça, maintenant, je suis sûr pour les avoir rencontrés. Et pour ceux qui s'interrogent toujours sur la façon dont ils ont traduit la blague d'hier sur la sèche et l'anti-sèche, qui m'a longtemps empêché de dormir. J'ai la réponse, j'ai le buzz, je vais vous l'expliquer. Alors ça se traduit par, ouvrez les guillemets, l'orateur vient de faire une blague dans sa langue, elle est très drôle, merci de rire. Bravo. C'est la formule consacrée. Bon, je commence tout de suite par une devinette. Alors, je vous ai montré une belle photo et je vous demande qu'est-ce que vous voyez derrière moi. Alors évidemment, voilà, tous les Calédoniens connaissent la réponse et tous les touristes australiens qui arrivent également par ces magnifiques bateaux de croisière connaissent la réponse puisqu'ils croisent notre magnifique tas de scories à chaque entrée dans la ville. Donc on a devant nous effectivement une montagne de scories qui résume finalement les 50 dernières années d'activité métallurgique du nickel. Donc ce tas qui reste là et qu'on voit de partout, pour moi c'est le symbole de l'économie linéaire, ce vieux modèle d'économie linéaire qui est roi depuis l'industrialisation, qui consiste finalement à aller prélever des ressources dans le milieu naturel, des métaux, de l'énergie, à les transformer à travers des procédés, en fabriquer des objets, et puis les distribuer, les vendre, les utiliser, et puis au final les entasser, les jeter. Et au passage, tous les rejets qu'on aura fait tout autour de la transformation seront également entassés et jetés. Bon, ce modèle qui est la base encore du capitalisme, il est basé sur un principe, c'est que toutes ces ressources naturelles sont inépuisables. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, quand on a un business, on gagne de l'argent, on fait du profit, on réinvestit de l'argent dans ses outils de production, dans ses machines, on réinvestit de l'argent dans les hommes, dans leur salaire, dans leur formation, dans l'emploi de nouvelles personnes, et on réinvestit également dans le social à travers l'impôt. En revanche, il n'y a aucune distribution de ressources ou de profit qui part vers les ressources naturelles. Tout ce qui constitue l'air qu'on respire, donc la photosynthèse, tout ce qui est l'eau des rivières, le bois, les métaux, les minéraux, tout ça on considère que c'est gratuit et illimité. Et voilà la base de la croissance capitaliste depuis des centaines d'années. Bon, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, vous la connaissez, c'est que ces ressources, elles ont une finitude, elles sont finies. Et comme j'entendais Nicolas Hulot il y a 2 jours à la radio, donc c'est le ministre de l'Environnement français pour les anglophones, il était en train d'expliquer que l'humanité était en train de faire face à une raréfaction des ressources et il exhortait tous nos acteurs industriels, économiques, à limiter le gâchis, à lutter et à changer de comportement. Parce qu'il a dit si on ne le fait pas maintenant, on a encore une chance, mais si on ne le fait pas maintenant, demain on va entrer dans la phase qui suit et la phase c'est la pénurie. Et la pénurie là c'est beaucoup plus dur parce que ça se traduit par des tensions et puis des guerres fratricides comme on a déjà connu. Donc il faut changer, et changer vite, rapidement, maintenant. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'avant l'homme, ces problèmes-là ne se posaient pas, parce que tout ce qui était du vivant, les choses naissaient, croissaient, interagissaient finalement avec le vivant, finissaient par mourir, et là, elles devenaient le terreau d'une nouvelle vie, de nouveaux éléments. Donc l'écosystème, le monde pendant des milliards d'années a fonctionné comme ça, en vase clos, avant l'être humain. Mis à part le soleil, lui qui est la seule source à notre échelle qui est infinie. Et donc tout ce système-là fonctionnait en boucle fermée et tout déchet était recyclé. Bon, effectivement, il nous faut évoluer vers des modèles économiques plus vertueux, plus régénératifs, et pourquoi pas s'inspirer de ce modèle-là. Donc il y a eu pas mal de penseurs et pas mal d'idées qui ont été émises. Je vais citer quelques modèles qui peuvent être trouvés dans la littérature et qui ont été largement développés, mais je dirais qu'ils se basent tous sur un grand principe qui peut être mémorisé facilement par la théorie des 3 R en fait, et ça on peut le traduire dans toutes les langues, enfin, en tout cas en anglais.
réduire la quantité des matières qu'on consomme, réduire l'énergie qu'on utilise au travers de notre procédé, réutiliser au maximum tout ce qu'on produit, les réutiliser, et puis enfin, quand on ne peut pas, recycler, redécomposer ce qu'on a créé et le recycler. Donc, vous verrez derrière moi les modèles. Donc, il y en a certains qu'on a appelés la synergie des coproduits. La symbiose industrielle, j'aime bien celui-là parce qu'il est vraiment calqué sur les lois de la nature. L'écosystème, le développement d'écosystèmes industriels, l'économie circulaire et la blue economy qu'a évoqué Idriss hier, effectivement. Donc, l'idée de base, finalement, c'est d'essayer, alors c'est peut-être pas très lisible, mais l'idée de base, c'est d'essayer de tourner en boucle fermée, c'est-à-dire de réutiliser les machines, en faire une maintenance propre, faire durer maximum leur vie, bien sûr optimiser les process, limiter les consommations d'énergie, limiter l'émission des déchets, recycler quand on ne peut pas faire autrement, donc recycler la fin de vie, cascader un objet quand il a eu une utilisation, il arrive en fin de vie, on le cascade, on lui trouve une deuxième vie, et minimiser finalement ce qu'on appelle les fuites du cercle vers l'extérieur, qui sont finalement des incinérations et puis du disposal, donc de la mise en déchets, de la mise en décharge. Donc voilà un petit peu les principes de cette économie vertueuse qui est en train de se développer. Et encore une fois, Nicolas Hulot en parlait il y a 2 jours, l'économie circulaire, vous allez en entendre parler de plus en plus, puisque le gouvernement va promouvoir ce mode de pensée et mettre en place un nouveau plan qui va s'inspirer un petit peu de ces principes-là. Alors effectivement, c'est bien beau, mais face à ça, on a un autre challenge en Calédonie, c'est qu'on est isolé sur un territoire de 260 000 personnes, sur lequel on a vraiment 3 usines métallurgiques énormes. Donc on imagine un peu le déséquilibre sur notre territoire pour pouvoir recycler et trouver des boucles avec chacun des flux qu'on utilise. C'est là où il faut faire un grand pas en arrière et puis regarder où on se situe. On se situe dans une région pacifique, donc une région pacifique qui a, elle, des gros challenges à résoudre pour les années à venir, et pour lequel, je pense, une partie de la réponse peut être trouvée dans la réutilisation de nos déchets. Alors, je vous ai mis quelques petites images pour résumer ce que moi j'imagine comme étant les plus grands challenges finalement des îles du Pacifique du moment. Donc on va avoir une raréfaction des ressources locales pour la construction. Je suis déjà en contact avec des représentants de plusieurs îles du Pacifique qui me disent on n'a plus de sable, on n'a plus de roches pour construire nos maisons, pour faire nos infrastructures, nos pistes d'aéroport ou nos ports. Et donc les gens commencent à puiser dans le sable qui est déjà si rare, et finissent par amorcer un cycle de destruction de l'environnement. On a également les premières conséquences dramatiques du changement climatique. Et puis on a aussi un autre phénomène qu'on liste pas trop, mais c'est l'exode des populations finalement des îles du Pacifique par manque d'activités économiques qui leur permettent de survivre près de leurs racines et là où ils sont nés. Donc quelques images pour illustrer la montée des eaux, qui est une des plus grandes conséquences visibles sur les îles du Pacifique les plus basses, donc avec la destruction bien sûr des habitations, la disparition des zones arables et donc sur laquelle on peut faire pousser les cultures de subsistance, et au final la disparition tout court de l'habitat. Une des autres conséquences, c'est le changement climatique. Alors, les tempêtes, on commence à en voir de plus fréquemment, de plus en plus fortes. On en a essuyé quelques-unes, notamment le Vanuatu et nous-mêmes l'année dernière. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait de plus en plus et qu'elles soient de plus en plus fortes. Avec leurs conséquences, c'est la destruction des habitations, l'érosion et les côtes qui sont rongées, qui disparaissent, qui laissent pénétrer l'eau de mer à l'intérieur des terres, et puis la destruction, bien entendu, des cultures et des habitations. Alors il existe quelques solutions techniques pour, je ne dirais pas résoudre complètement le problème, mais en tout cas retarder les dégâts. Il y en a quelques-unes qui sont illustrées ici. C'est le remblai, la consolidation des côtes, l'enrochement, et puis la mise en place de brise-lames, de structures qui permettent d'amoindrir l'effet de la houle sur les côtes. Alors,
Une bonne nouvelle, c'est que nous, en Calédonie, on a une petite expertise, puisqu'on a expérimenté justement quelques-unes de ces techniques. Je vous ai mis derrière moi, là, donc une vue du début du siècle sur la ville de Nouméa. On voit qu'à l'époque, la mer arrivait quasiment au pied de la cathédrale. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait pour élargir un peu la surface habitable? Eh bien, on a remblayé sur la mer, comme on voit sur les photos pendant les travaux. Et maintenant, donc, toute la place du marché actuel, le nouveau port, a été pris sur la mer en utilisant les premiers déchets qui étaient générés à côté, donc ces scories de ferro-nickel, qui étaient là, disponibles, et elles ont été utilisées pour reprendre la surface. Et finalement, en 80 années, c'est plus de 1000 hectares qu'on a repris sur la ville. 20% de la surface de Nouméa a été reprise sur les eaux en utilisant la scorie de nickel, qui s'y prête d'ailleurs très bien parce qu'elle est assez peu compressible et elle a cette tendance au contact un petit peu de l'eau de mer de durcir dans le temps et de proposer une surface avec une bonne résistance. J'en parlais tout à l'heure, donc on a ces fameuses acropodes ou breakwaters, c'est des structures qui servent à briser l'énergie de la houle et à protéger finalement durablement les côtes. Donc ça, on l'a testé sur les îles de Marais il y a 20 ans. Et d'ailleurs, vous avez pu voir un joli modèle de cette acropode qu'on a refait très récemment et qu'on a disposé à l'entrée de la CPS. Donc chaque matin et chaque soir depuis 2 jours, vous passez devant. D'ailleurs, je remercie Idriss de s'être prêté au jeu hier et nous servir un peu d'ambassadeur sur ce principe-là. Nous avons également un autre exemple. C'est la construction d'agglos ou des blockworks finalement. Ce que vous voyez derrière moi et ce que Olivier va vous montrer devant vous, ces agglos, donc, qui servent à la construction de maisons, de docks en Calédonie depuis des décennies, sont entièrement réalisés à partir de scories de ferro-nickel. Voilà. Et en plus, il se fait les muscles, c'est bien. Merci. Bon, ben, un agglo comme ça, c'est 100% de scorie. On rajoute du ciment, on rajoute de l'eau bien sûr, il y a une petite formulation. Et puis c'est quelques machines très simples, mais j'allais dire ça, c'est un exemple typique de micro-business. Il y a un bon exemple à Nouméa Sud, avec Olivier Andréoletti qui utilise ce procédé. Avec 3 ouvriers, un petit capital, ils arrivent à sortir 500 000 blocs par an. Donc ça, c'est un business qui est facilement duplicable et exportable dans les îles du Pacifique. Et on peut répondre à plusieurs problématiques, construire des maisons plus confortables, plus solides, et créer de l'activité locale. Et enfin, réutiliser un déchet qui, jusque-là, s'entasse. Alors, bien sûr, on a également utilisé ce déchet comme agrégat pour faire des bétons, donc des bétons coulés en place, que vous voyez qui ont été coulés récemment à la SLN, pour prouver aux industriels locaux que ça s'y prête tout à fait, qu'on arrive à faire des formulations de béton qui passent dans les toupies, qui passent dans les pompes, qui arrivent à construire des voiles verticaux de 4 mètres de haut, et qui ont un rendu pas mal, hein, vraiment pas mal. Il faut juste arriver à changer notre mode de pensée et puis combattre un petit peu les lobbies locaux parce qu'effectivement, une carrière, ça gagne de l'argent, il faut le dire. Sauf que ça détruit aussi l'environnement. Et à un moment donné, on n'aura plus de quoi les alimenter. Donc j'ai parlé bien sûr du non structurel et puis des blockworks. Mais il y a aussi les travaux routiers. Alors ce que vous voyez derrière, c'est la route qui traverse la SLN pour le convoyage des scories. Donc c'est des 50 tonnes qui passent dessus. Cette route, elle a déjà 4 ans. Elle a été fabriquée avec de la scorie dans toute sa couche de forme. Et elle n'a pas pris une ride en 4 ans. Alors depuis les années 80, on a vraiment défini que c'était un matériau qui marchait bien dans les routes. Alors quand j'entends des gens me dire que c'est pas possible, là encore il faut se poser des questions. Donc je repose ma question une nouvelle fois. Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Je vais vous dire ce que je vois. C'est bien, une maison, c'est un bon exemple. Moi, je vois une montagne d'opportunités, en tout cas. Une montagne d'opportunités et une production continue d'1,6 million de tonnes annuelles de sable qui va pouvoir nourrir des projets plus nobles dans le Pacifique, comme on l'a déjà évoqué. Alors, maintenant, on ne va plus appeler ça un déchet, on va appeler ça le sland. C'est un sable commercial. Alors rapidement, on voit qu'il est issu du procédé de fabrication du nickel. Donc ce que vous voyez, c'est un rapide schéma procédé. On envoie notre minerai à travers différentes étapes et dans le four de fusion, on sort deux flux. On sort le ferro-nickel, bien sûr, à la forte valeur ajoutée, mais qui est un flux limité, puisqu'il n'y a que 2,5% de nickel qui alimente le minerai qu'on charge.
Et le flux le plus gros, donc le plus gros flux qui sort, c'est ce fameux déchet, ce fameux SLAND maintenant. Donc il a la qualité d'être parfaitement homogène, à la fois en composition chimique et en granularité. Donc ça c'est important, par exemple pour la construction. Ok. Pour s'en convaincre, on a fait beaucoup d'essais, notamment en Australie, avec des laboratoires comme Curtin, comme l'UNSW. Et effectivement, on a construit des bétons, des mortiers, en utilisant l'agrégat, mais aussi en le broyant et comme substitut ciment. Chacun de ces tests ont prouvé la qualité de notre agrégat. On a la chance d'être situé dans une zone stratégique et effectivement, on peut organiser tout un tas de triangulations et de déchargements dans les îles du Pacifique. En tout cas, nous, on est prêts. On est en train de constituer un stock commercialisable avec une qualité suivie et nos infrastructures de chargement, dès la fin d'année, pourront charger des bateaux de 5 000 à 30 000 tonnes. Alors, j'avais résumé, bien entendu, les qualités, mais alors une chose importante, on ne pourra pas y arriver tout seul. Ce sera un travail collaboratif. On a besoin à la fois des institutions financières pour soutenir ces projets-là. On a besoin des initiatives privées comme l'ASLN, mais aussi des sociétés de construction, d'engineering de transport. Et last but not least, on a besoin avant tout du support des communautés locales et des gouvernements. Donc pour finir, on a vraiment de quoi réaliser des projets vraiment plus nobles que d'entasser nos déchets derrière nous. Et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble pour construire la résilience de notre région face aux défis qui nous attendent. Donc je compte sur notre collaboration, notre rencontre aujourd'hui et celles qui viendront pour arriver à mener à bien quelques projets beaucoup plus nobles. Et j'aime bien cette photo des guerriers du Pacifique qui refusent finalement la fatalité et ont décidé de combattre. Donc j'espère qu'on arrivera à la même chose. Je vous remercie pour votre attention.